Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de comment préparer une navigation. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que quand un élève pilote arrive au stade de la navigation, c'est qu'il a déjà effectué un peu plus de la moitié de son parcours PPL ou LAPL. En d'autres termes, il sait piloter un avion, il sait atterrir, décoller tout seul, grâce notamment au lâcher tour de piste, il connaît bien la mania et du coup il est aujourd'hui capable de pouvoir partir sans instructeur vers une destination pour pouvoir revenir. C'est du coup une période charnière dans cette formation. Alors quand je parle d'étape charnière de la formation, c'est parce qu'à partir du moment où l'élève pilote est capable de partir tout seul, il doit avoir au préalable validé son LAPL ou PPL théorique, ce fameux examen un peu comme le code pour la voiture. Si ce n'est pas fait, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la formation sera mise en stand-by le temps que l'élève pilote réussisse cet examen théorique. L'autre étape charnière, c'est que à partir de ce moment, l'élève pilote va se rendre compte que pour préparer une navigation et partir vers des contrées un peu plus lointaines, eh bien, il y a un travail de préparation au sol, le fait de poser son cul sur une chaise, derrière une table, et de préparer la navigation en analysant la météo, la réglementation, les obstacles à franchir, les endroits où aller ou ne pas aller. Bref, tout ça demande du temps, et souvent, quand nous sommes débutants, on peut partir d'un calcul assez simple que X temps de navigation égale X temps de préparation au sol. En d'autres termes, vous faites 1 heure de navigation, il vous faudra 1 heure de préparation au sol. Si elle dure 2 heures, ce sera 2 heures de préparation au sol. Bref, ça demande un investissement intellectuel, mais aussi un investissement en termes de temps. Le fait de se poser devant cette table et se dire, il faut réaliser les calculs, il faut préparer. Et dans un monde en 2025 où nous sommes pressés d'avoir tout de suite, où en plus l'intelligence artificielle facilite notre réflexion intellectuelle, eh bien, on retourne à une triste réalité, celle de devoir activer son cerveau, bosser, afin d'avoir une réaction de commandant de bord, celle de oui, je pars quelque part. Par contre, j'ai anticipé toutes les problématiques, j'ai fait mes calculs, je fais en sorte que quand je serai là-haut, ce sera un vrai moment de plaisir, mais par contre, sous condition d'avoir pris en compte l'ensemble des éléments qui pourraient nous arriver. Et on peut se rencontrer dans les aéroclubs que quand on parle d'étape charnière, c'est que si l'examen théorique n'a pas été encore validé, eh bien l'élève pilote va laisser traîner et risque entre guillemets d'allonger sa formation et voire de payer plus parce qu'il faudra refaire des heures de vol par rapport à des exercices préalablement acquis. Et l'autre souci, c'est ce fameux temps de préparation. Ne sera-t-il pas plus intéressant ou stratégique de s'acheter un cabriolet et de partir les cheveux dans le vent quand on veut sans trop se poser de questions en mettant juste Waze, plutôt que de prendre un avion et se dire il va me falloir du temps, avec en plus la probabilité que je ne puisse pas partir parce que la météo m'en empêchera, ou autre problème type je suis malade, mon passager est malade, finalement je suis fatigué, je n'ai pas le temps, ou même simplement parce que je n'ai pas le budget pour réaliser cette navigation. Donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on revienne sur comment préparer une navigation, des différentes étapes à réaliser de façon à aborder une navigation qui soit propre et avoir un esprit commando de bord. Je rajoute aussi un point important, cette vidéo c'est un partage d'informations, c'est un retour sur expérience de ma part en tant que pilote et ancien élève pilote. Ce n'est pas un cours, je ne suis pas instructeur, je partage seulement une expérience. La personne à qui il faut écouter avant tout, c'est votre instructeur qui vous donnera exactement la façon de procéder. Dans cette vidéo, je serai suivi par des futurs pilotes qui s'intéressent à ce sujet, mais aussi je suis suivi par des pilotes professionnels, beaucoup plus expérimentés que moi, et je vous en remercie. N'hésitez pas, chers pilotes, à donner vos commentaires, à expliquer vos anecdotes, ce que vous avez pu rencontrer lors de vos préparations de navigation, mais aussi ce que vous avez pu rencontrer en vol. Ce serait sympa effectivement que cette vidéo soit interactive et qu'il y ait un échange, des échanges de bons procédés, des échanges d'anecdotes, bref, que cette vidéo soit vivante, mais aussi dans les commentaires. On lance le jingle et on y va. Québec Kilo, piste 26 heures autorisée de décollage. Alors pour la préparation de la navigation de ce jour, j'ai décidé que nous allions partir ensemble à Granville. Donc Granville, forcément, c'est pas la porte à côté de Logne. Ce n'est pas non plus une navigation représentative pour un élève pilote qui fera des navigations
plus courte, bien entendu, quoiqu'il pourrait partir avec son instructeur pour voir comment se passe une navigation et un voyage plus long. J'ai choisi cette navigation, pourquoi? Parce que vous allez voir, hein, vous avez des segments qui seront relativement petits, on va rencontrer pas mal de zones réglementées, vous avez des classes delta, classe alpha, vous avez des possibles ZRT ou ZIT. L'idée c'est quoi? C'est de vous montrer de quelle manière on gère un segment petit, que ce soit au niveau des calculs, mais aussi des segments plus longs. Vous pouvez par exemple être en ligne droite sur 45 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste actif? Est-ce qu'on reste passif? Est-ce qu'on se fixe des repères? Et ensuite, aussi au niveau de la météo va forcément changer vu qu'on va se diriger vers un océan. Tous ces éléments sont intéressants de façon à ce que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments que vous pouvez vivre dans une nave, mais avec de votre côté des naves peut-être un peu plus petites. Ah oui, et bien entendu, sans oublier que qui dit une nave de Logne à Granville dit une idée de ce que vous pourriez faire comme voyage seul avec votre moitié ou avec des amis. C'est un petit peu aussi le but d'être pilote, c'est de se dire on va quelque part dans un endroit sympa, on ne prend pas la voiture, on prend le train, on prend l'avion parce que franchement, c'est un gros kiff. Alors, pour réaliser cette nave, nous aurons besoin des éléments suivants. On va prendre une carte 250 millième de la région parisienne. On aura besoin d'une carte 500 millième de la partie nord-ouest de la France. On aura besoin d'un rapporteur pour pouvoir réaliser les différentes routes magnétiques, faire les calculs et réaliser tout ce qui est QDM, QDR pour les VOR, entre autres. On aura besoin d'un cahier pour pouvoir faire tous les calculs, dérives, VE, VS, etc. Une règle pour pouvoir tracer les segments, un critérium ou à la rigueur un marqueur pour pouvoir faire les différents segments sur la carte, une calculette pour pouvoir réaliser les calculs, si on veut faire autre chose que du calcul mental, les différentes pinces à dessin pour réaliser un bon pliage de sa carte, et bien entendu un log de nav et un dossier de vol. Étant donné que j'écris comme un médecin, je réaliserai le log de nav et le dossier de vol sur ordi, et vous aurez les captures d'écran, ce sera beaucoup plus agréable à regarder. Alors il y a quelque chose de très important en navigation, c'est de bien réussir à plier sa carte de vol, car quand vous êtes en avion, DR400, PA28, Cessna, ULM, vous vous rendrez compte qu'on a très peu de place en tant que commandant de bord. Donc c'est important de bien réaliser un pliage de façon à ce que nous ayons l'ensemble des informations et qu'au besoin, vous puissiez retourner la carte avec les informations suivantes. Plus pratique que de devoir déplier toute une carte qui prendra de la place. Et en plus, si jamais vous devez faire des déroutements et que vous avez besoin d'utiliser un rapporteur ou autre, vous aurez une surface qui sera beaucoup plus solide, de façon à pouvoir éventuellement faire des déroutements, retracer les traits, faire des calculs, bref. Donc voilà, l'art du pliage, c'est important. Et le traditionnel outil pour pouvoir garder une carte bien pliée, c'est la pince à dessin. Hop, vous mettez une pince ici et vous en mettez une autre par exemple là. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre carte ne bougera pas pendant le vol. Les papiers ne se baladeront pas non plus. Et vous voyez, ça tient sur les genoux. C'est parfait. Une illustration des différents calculs que j'ai effectués pour chaque segment, donc ça paraît très savant forcément, avec les différents points que je verrai avec vous en détail dans quelques instants. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai une super écriture de médecin, donc tout ça bien entendu, je ne vais pas vous le faire déchiffrer, je vais tout noter directement dans le log de navigation qui est ici. Alors quand vous regardez tous ces calculs, vous allez vous dire « mince, mais comment on va s'en sortir? Moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. Comment peut-on faire pour partir en navigation et avoir des calculs propres ?» Il existe deux méthodologies. Donc c'est pour ça à nouveau que je vous recommande d'acheter ce rapporteur parce que comme vous pouvez voir, vous avez toutes les formules nécessaires, en tout cas une bonne partie, pour pouvoir réaliser votre navigation. Donc celle qui va nous intéresser, ce sera forcément votre facteur de base, même si je pense que vous le connaissez déjà. La dérive max, celle où que vous êtes confronté quand vous serez en vol. Vous avez votre dérive qui va aussi nous intéresser. La VE qui aussi sera intéressante pour ces calculs-là. La VS et bien entendu le temps avec vent qui se trouve ici au niveau de la petite aiguille. C'est principalement ces calculs-là que nous allons utiliser pour notre navigation. On peut aussi utiliser la distance de votre VOR, jusqu'à quand vous pouvez l'utiliser, donc distance égale 1,23 multiplié par la racine carrée de la hauteur d'où vous êtes. Ce sont ces calculs-là qui vont nous intéresser. Ils sont longs, ça reprend un petit peu l'ensemble des éléments que vous avez ici. Il existe une méthode plus courte qui est utiliser la rose des vents, qu'on verra aussi ensemble. Ça permet le calcul mental et ça vous permet surtout en vol, si vous faites un déroutement, de pouvoir plus rapidement savoir quel type de dérive vous allez avoir et le temps qu'il vous faudra pour arriver à destination
en cas de déroutement. Et bien entendu, si vous faites des segments relativement courts, comme c'est le cas sur cette navigation, eh bien, vous pouvez directement réaliser ces calculs. Ils seront un peu moins précis, mais ils seront quand même très efficaces. Par contre, sur des gros segments, comme ça peut être le cas de la ville de Chartres jusqu'à LF-AJ, là, il est préférable tout de même de réaliser des calculs un peu plus poussés. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vous ferai les deux méthodologies, comme ça vous pourrez voir de quelle manière ça fonctionne. Alors, vous avez ensuite le dossier de vol. C'est important de partir sur un dossier comme celui-ci que vous voyez. Donc ça, c'est Henri Guillemet qui l'a créé, il est vraiment top. Vous avez les différents sujets que vous avez traités. Donc la partie administrative avec tout ce qui va être les données du pilote, l'immatriculation de l'avion, son potentiel, tous les documents que vous devez transporter quand vous partez en vol, les différents trajets que vous allez réaliser à l'aérodrome de départ, l'aérodrome 2, 3, 4, avec les possibles terrains de dégagement et le coucher du soleil, ça aussi, ça va compter. Vous allez avoir un cartouche météo où on va retrouver les différents éléments tels que les différentes cartes des fronts, ANSSI, Wintem, Metartaf qu'on a vu tout à l'heure. Savoir si oui, effectivement, on est sur un vol réalisable, réglementaire ou raisonnable. Vous avez ensuite les NOTAM SUPIP et les cartes que vous devez vérifier, tout est à jour ou pas. Vous avez le profil vertical, l'idée c'est vraiment de noter de quelle manière votre vol va se réaliser en 2D, les espaces aériens, les zones que vous avez survolées, les reliefs, l'altitude aussi de votre avion, c'est important, voir de quelle manière vous allez vous projeter. Et ensuite, vous allez tomber sur le délestage de l'avion. Donc, le délestage de l'avion, on va être sur de quelle manière allons-nous exploiter le carburant durant le vol. Donc, notez bien entendu tous les détails, toutes les différentes étapes, de façon à ne pas stresser en vol parce que vous manquez de carburant. Et ensuite, vous aurez le masse et le centrage, quel avion vous prenez, vous additionnez l'ensemble des masses que vous allez rajouter pour découvrir les moments, et ensuite avec le délestage, savoir combien il vous restera, le domaine, est-ce que vous êtes capable de pouvoir voler, et ensuite les différentes performances, décollage, atterrissage, en fonction des aérodromes où vous allez. Alors la météo, c'est vraiment le point, selon moi, où il ne faut vraiment pas se planter. La météo, je ne vais pas vous le cacher, quand j'étais élève pilote, j'ai mis du temps à maîtriser le principe de la météo, de savoir comment anticiper des fronts qui peuvent arriver, idem pour tout le vocabulaire, la façon de lire une carte, etc. Ça demande du temps, c'est pas pour rien d'ailleurs que dans le manuel, la météo représente un bon petit pavé de pages, si je puis dire ça simplement. Ce qui est important, c'est que quand on constate la météo à un aérodrome, pour aller vers un autre, la météo ne sera pas la même. Et en fait, elle peut changer très rapidement et parfois on peut se rendre compte de surprises pendant le vol. C'est déjà arrivé à plusieurs pilotes, des pilotes qui ne sont pas connus comme des pilotes célèbres. Certains, malheureusement, y auront laissé la vie. Un des exemples les plus médiatiques qui s'est passé il y a environ 2 ans, c'était la disparition du journaliste Gérard Leclerc, qui partait de la Vienne pour aller vers la Baule avec son DR400 et 2 personnes à bord. Ce dernier s'est fait surprendre par une météo qui a changé, il s'est retrouvé dans le brouillard, il a perdu le contrôle de son avion parce qu'il n'était pas à l'aise avec les principes de vol sans visibilité, et malheureusement, il y a eu le drame que vous avez pu entendre dans les infos. Il y a eu d'autres sujets aussi où des pilotes se perdent dans la brume parce qu'ils veulent se diriger vers la Manche ou l'océan Atlantique. Ces derniers se retrouvent avec des illusions sensorielles, se retrouvent à survoler des villes à des altitudes qui ne sont pas du tout autorisées, incursion de classe Delta, voire même se retrouver en vol contrôlé mais avec des éoliennes à hauteur du niveau de vol de l'avion, bref, des choses qui ne sont pas possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on part effectivement en navigation, il est important de vraiment étudier la façon dont les fronts avancent. Et ça, c'est valable pour le vol local, où on reste aux alentours de l'aérodrome, mais c'est aussi valable si, même dans le cadre de notre navigation, on décide de partir de Logne à Granville. La majorité des fronts viennent de l'ouest, donc il est important de savoir anticiper le plus possible de quelle manière la météo va réagir, de quelle manière elle va s'installer vers un endroit. Je pense que c'est à ce moment intéressant de savoir si vous, pilote expérimenté, pilote professionnel, vous avez déjà vécu des situations changeantes en vol. Moi personnellement, j'en ai vécu une pas plus tard que cet été. Je suis parti à Royan pendant les vacances, j'ai fait des vols autour de l'île de Ré, l'île d'Aix, mais aussi Fort Boyard. Et à un moment, avec un ami, on partait en vol donc de Royan jusqu'à la pointe de l'île d'Oléron. Et à 8 nautiques environ des côtes de l'île d'Oléron, eh bien, on pouvait apercevoir, c'était assez impressionnant, je n'ai malheureusement pas de photos, mais on pouvait voir
un nuage sortir de l'océan. Vous voyez à quoi ressemble un cumulus? Est-ce que vous me croyez si je vous dis que vous voyez un nuage sortir de l'océan? C'était assez impressionnant, donc on voyait effectivement des entrées maritimes se produire. Et à ce moment-là, moi je continuais la route en direction du Fort Boyard, et je disais à mon ami, ça c'est à surveiller. Et en parallèle de cela, je m'étais fixé un autre repère, qui est le phare de Courdouan, qui est très connu dans la région, pour voir du coup aussi de quelle manière la visibilité était en train de changer derrière moi. On arrive au niveau du Fort Boyard, il s'est passé 5 minutes. Je regarde à nouveau le fameux nuage qui se transforme au large de l'île d'Oléron. Celui-ci évolue, mais pour l'instant, rien de spécial à signaler. Je regarde le phare de Courdouan. Bah, vous savez quoi? Il a disparu. Il avait disparu dans les entrées maritimes et j'étais en mode « Ah oui, donc là, il faut vraiment revenir parce que le risque, c'est simplement qu'on ne puisse pas se poser à Royan. » Et vous savez quoi? Quand vous regardez la carte VAC, il est bien noté dans cette carte VAC que les entrées maritimes peuvent arriver très vite, par surprise, et que du coup, il faut faire preuve de vigilance là-dessus. Donc si jamais on n'avait pas pu se poser, ça aurait été le déroutement, soit pour aller à Cognac ou aller à La Rochelle. Bon, moi, ça m'aurait pris la tête parce qu'il aurait fallu faire ce déroutement, refaire l'exercice que j'ai déjà fait hors exercice, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est une journée, entre guillemets, un peu gâchée parce que l'idée, c'était de revenir pour ensuite déjeuner avec les beaux-parents, faire d'autres choses et d'autres activités. Si on partait à Cognac, bah, c'était pour un petit moment. Bon, après, je ne m'inquiétais pas, j'avais les pleins complets, donc j'avais 3 heures de carburant, donc j'étais large. Mais voilà, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. On a pu rentrer, mais c'est passé limite. Et ça, vous voyez, eh bien, quand on regardait Lattency du matin, il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait un risque d'entrée maritime à cette période de la journée. Donc je ne sais pas si vous avez pu vivre ce genre de sensations, n'hésitez pas bien sûr à les mettre en commentaire, mais il est vraiment important de bien étudier les différentes données qui existent en météorologie, commencer par la carte des fronts, de façon à avoir une vision très macro, puis par méthode en entonnoir, regardez la Lattency, la WinTem. Les temps-ci, souvent, vous en avez une, deux, voire trois qui vont sortir à peu près dans un temps relativement court, voir de quelle manière le front avance, et ensuite étudier les métars et les TAF des différents aéroports et aérodromes avoisinant votre aérodrome si vous n'en avez pas directement un métard inscrit sur cet aérodrome. Alors, la solution la plus pratique pour étudier la météo, c'est d'aller sur AeroWeb. C'est vraiment la météo pour les pilotes gérés par Météo France. Bref, vous créez un compte et c'est facile d'accès. Plusieurs méthodes pour savoir aujourd'hui si on peut aller à Granville. Bon, c'est une météo pour du beurre, puisque je ne vais pas partir aujourd'hui. La première, c'est effectivement d'étudier par méthode entonnoir. Donc l'idée, c'est de prendre de la hauteur et de voir dans un premier temps la carte des fronts. Donc, admettons qu'on voulait partir aujourd'hui. Quand on voit qu'on a une dépression avec la tempête J et un front froid actif, on se dit que ça va peut-être être compliqué de partir, et notamment qu'en plus, vous pouvez voir le QNH qui, au fur et à mesure, diminue et qui nous laisse clairement comprendre qu'on va aller dans une dépression. Si par contre on voulait partir samedi, ce qui est intéressant, c'est de constater de quelle manière les fronts avancent. Et donc à savoir si cette navigation est réalisable, raisonnable et réglementaire, la fameuse règle des 3 R. Donc ça, c'est une première approche. Voir de quelle manière les fronts réagissent. Est-ce que oui ou non, on a le temps, par exemple dans la journée de vendredi ou de samedi, est-ce qu'on a le temps de passer, faire un tour à Granville? Là, clairement, si on voulait partir samedi, clairement, on pourrait voir que Granville se trouve à la pointe de la souris. Vous êtes pile dans le front froid, et si vous souhaitiez partir le matin, par exemple pour rejoindre à midi Granville, vous prendriez le front en pleine face. Donc clairement, ce n'est pas possible. Autre possibilité, c'est d'aller visiter ce qui est Tancy et WinTem. Donc comment ça se passe? On étudie la Tancy. Bon là, malheureusement, on n'en a qu'une au moment où on se parle. L'idée, effectivement, c'est pareil de comprendre. Je suis ici, à la pointe de la souris, on est à Logne, donc à l'est de Paris, et on doit aller à Granville qui se trouve là. Et bien là, clairement, on peut voir pas mal de légendes, la carte est bien fournie pour le coup. On constate effectivement qu'on va avoir plusieurs fronts. Vous allez avoir un front où clairement, on va se retrouver avec des alto-cumulus, avec une nébulosité broken et localement couverte, donc clairement, on ne va pas beaucoup voir le ciel bleu. La base de la couche est à 8000 pieds, donc on pourrait se dire si je vole à 4000 ou 6500 pieds, on est bon. Mais pas forcément, parce que regardez, on a aussi des stratocumulus dont la couche est à 2000 pieds.
ou 4000 pieds, donc là ça commence à être un peu serré, et en fait plus au fur et à mesure qu'on avance, et ben, on va rencontrer des averses avec des cumulonimbus, orage avec foudre. Vous allez avoir, vous voyez les cumulonimbus, c'est marqué ici, broken lear, hein, donc vous avez des cumulonimbus qui sont cachés dans la masse nuageuse, on ne peut pas les voir, c'est vraiment typique d'un front froid. Et la visibilité, vous voyez, elle diminue, hein. Si on est visibilité 8 km ici, eh ben, elle va se réduire de 5 à 1,5 parce que forcément on sera sous averse, pluie et averse, vous voyez. Et on a cette petite flèche ici qui montre comment le front avance, il avance de cette manière. Donc si Granville se trouve là, clairement, vous n'allez pas aller à Granville aujourd'hui, ce n'est pas possible. Là, clairement, ce n'est pas réglementaire parce qu'on ne respecte pas la différence de distance entre les nuages qui sont devant nous et au-dessus, mais on a aussi un problème de visibilité qui va se poser. Et en plus, est-ce que c'est raisonnable? Non, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas possible, et ce n'est pas réalisable. Rien n'est possible, en fait, aujourd'hui, tout simplement. Mais voilà, vous avez tous les éléments qui sont ici, et si jamais vous voyez que c'est compliqué de lire toutes les informations, on peut aussi vérifier ce qui se passe ici dans les cartouches. Donc, bref, c'est plutôt pratique. Vous voyez ici, dans le 1, on indique que vous avez des turbulences qui sont plutôt fortes, de la surface jusqu'à 4000 pieds. Donc tout ça, c'est intéressant à lire. Et en plus de la temps-ci, admettons qu'aujourd'hui, ça aurait été une parfaite journée pour voler, eh bien, on peut aussi constater la WinTem, donc la fameuse carte des vents, et de voir effectivement de quelle manière on sera servi aujourd'hui si on voulait partir. Donc, on se trouve ici, à la pointe de mon doigt, on doit aller dans cette direction. Eh bien, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, on a un vent venant du sud qui est relativement costaud, surtout plus on se rapproche de l'océan, plus il va être costaud. Là, au début, ça va, vous voyez, on a 15 nœuds, on passe de 15 nœuds à 25 nœuds à l'ouest de Paris. Là, on arrive à 30 nœuds, 35 nœuds, 40 nœuds, 35, 45, bref, vous voyez, ça souffle de plus en plus. Donc là, clairement, ce qu'on peut se dire, c'est que en termes de vent de travers, ça va être compliqué de se poser. Clairement, vous dépassez les limites structurelles en termes de poser avec vent de travers pour le DR400. Et puis surtout, vous allez vous taper une putain de dérive. Là, clairement, vous allez avoir une grosse dérive, plein travers. Ça ne sera pas un vol agréable. En plus, si vous avez des turbulences, clairement, votre passager ne va pas aimer. Donc aujourd'hui, on ne volera pas. Donc moi, je vais me baser sur une météo différente. On ne va pas partir sur ces conditions-là. Je vais faire une météo un peu plus tranquille, qui soit davantage réalisable. Mais voilà, c'est intéressant. Et puis vous voyez, vous avez aussi, c'est important, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez voir la façon dont va évoluer le vent au fur et à mesure de la journée. Donc clairement, aujourd'hui, on comprend qu'on ne peut pas aller voler. Et pour ce qui est temps-ci, c'est pareil. Donc là, malheureusement, on n'en a qu'une. Mais c'est dommage parce que quand vous en avez plusieurs, eh bien, vous pouvez voir ce front avancer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre comment la météo va évoluer, comment vous pouvez anticiper, éventuellement que vous pouvez vous diriger sur place, ou que vous puissiez avoir un risque de déroutement, par exemple, ou tout simplement que le vol n'est pas réalisable. Donc ça, c'est intéressant. L'autre possibilité, c'est aussi de pouvoir créer un dossier de vol. Au lieu de faire un vol local, donc rester aux alentours de l'FPL, vous pouvez faire un trajet, et vous pouvez aller en direction de LFRF, pour Granville. Je valide le trajet. Et donc vous voyez, il y a une autre possibilité, c'est celle de lire les métars. Donc vous avez soit la cartographie qui est possible, soit tout de suite, AeroWeb vous donne les différents métars et TAF que vous allez avoir besoin pour vous diriger en direction de Granville. Et vous voyez, pour ce dossier, donc vous pouvez l'imprimer. Donc quand vous l'imprimez, ça va ressembler à cela, parce qu'à nouveau, on n'utilise pas SDVFR pour réaliser cette navigation. Donc vous avez l'ensemble des métars qui sont notés ici, idem pour les TAF. Vous n'avez pas de métars et de TAF pour ces aérodromes, donc il faut se baser sur ceux qui sont aux alentours. Vous avez à nouveau la fameuse carte qu'on a utilisée tout à l'heure, la WinTem, avec les différentes WinTem que vous allez rencontrer tout au long de la journée. Donc vous voyez ce dossier, vous l'imprimez, ou vous le mettez sur une tablette, bref, c'est relativement facile. Tout est là. Voilà, donc clairement, AeroWeb, là-dessus, c'est vraiment top pour étudier la météo. Et ensuite, vous avez un autre site qui est très bien, c'est le site de Sophia Briefing, pour pouvoir préparer votre navigation. Vous voulez partir en navigation, donc admettons que vous voulez partir aujourd'hui pour
vous partez aujourd'hui, admettons, à voilà, 13h53 pour LFPL, pardon. Les points tournants, on avait dit qu'on allait à LFOJ. Bon, j'en mets qu'un seul, hein, l'idée c'est d'aller vite. LFRF pour aller à Granville. Les aérodromes de dégagement, donc moi je m'étais fixé qu'on allait LFOG qu'on va survoler, et on aura aussi un autre aérodrome qu'on peut faire, c'est Dinard. Dinard c'est LFRD, voilà, c'est ça. Donc Notam par trajet, moi ça me va. La durée de validité, ça en bouge pas. Plancher, on va mettre à 0,60. Rayon de 30 nautiques, demi-couloir 15 nautiques, on retire l'IFR, on ne garde que le VFR, c'est un vol à vue. Et donc vous voyez, regardez, le dossier va se faire. Et donc vous allez avoir l'ensemble des éléments qui seront intéressants en termes de NOTAM. À nouveau, c'est important, hein, NOTAM, Notification to Airmen, il faut étudier l'ensemble des obstacles réglementaires que vous pouvez rencontrer, ou les obstacles tout court. Donc là, par exemple, à Logne, il indique que vous avez le taxi Sierra 2 qui est fermé. On indique bien entendu la RMZ, donc Logne-Mérinville, avec les horaires de la RMZ à date, avec les dates où lesquelles il n'y aura pas d'ATS, donc ce sera de l'auto-info. Vous n'avez rien à Granville, très bien. Ensuite, vous avez des restrictions de l'espace aérien. Donc, on a une petite ZRT au niveau de Granville avec du vol hors vue d'aéronefs sans équipage à bord, avec une ZRT qui va taper la surface jusqu'à 330 pieds. Donc, c'est pareil, ça faut prendre en compte. On va être amené à la survoler. Et vous avez voilà, pas d'information à Dinard. Si ce n'est que si vous avez une grue avec la position qui vous est donnée ici, donc à vous d'aller chercher effectivement la position sur la carte ou sur la carte VAC, et vous avez la hauteur et l'altitude donc de l'obstacle. Voilà, et sur la route ensuite, vous avez les différents NOTAM pour les différents aérodromes ou les FIR que vous allez survoler. À vous ensuite de faire le choix de ce que vous voulez. Par exemple, Pontoise, moi, ça ne m'intéresse pas. Ici, les Moulineaux, ça ne va pas m'intéresser non plus. Melun, ça va m'intéresser, notamment les horaires de la CTR de Melun, ça va de soi. Idem pour tout ce qui est FIR de Brest. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas? Mais c'est important voilà, de bien tout lire. Donc là, il y a une mise à jour technique. C'est un numéro du centre de détection et de contrôle vont changer. Donc ça, c'est toujours intéressant à garder. Beauvais, personnellement, je ne vais pas le garder. La FIR de London, je ne vais pas la garder non plus. Bref, voilà. Et ensuite, vous avez les différents éléments, notamment, là, vous voyez, vous dites perturbation d'un récepteur brouillage GNSS, risque potentiel de brouillage dans la région d'Avor. Ce sont des informations que vous prenez en compte quand vous réalisez votre vol. Alors du coup, pour pouvoir aller à Granville en partant de Logne, donc ce n'est pas très compliqué, vous allez le voir, on prend la règle et un marqueur. On va réaliser un premier segment pour aller jusqu'à novembre. Donc moi, la classique, c'est que peu importe que vous décolliez en 0,8 ou en 26, report vertical ou pas, vous allez partir en direction d'une route magnétique 120 qui va ressembler à peu près à ceci. Vous avez ensuite ici une nationale qui traverse la forêt. L'idée, c'est pareil, de la suivre jusqu'à peu près ici l'autoroute. Et ensuite, vous allez rejoindre le point novembre, qui est un point très significatif. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un triangle qui se fait grâce à des lignes de chemin de fer. Donc là, vous avez un premier segment qui se trouve ici. Ensuite, on va passer au segment suivant. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aller à novembre jusqu'à Sierra Mike. Vous tracez un trait tout droit de novembre à Sierra Mike. Voilà, vous voyez, le trait est quand même bien visible. J'espère qu'il est bien visible aussi sur la caméra. En plus, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez avoir différents repères. Vous avez Château-Vicomte, vous avez les axes de Melun, vous avez ici une autoroute, vous avez ici les lignes de chemin de fer jusqu'à Sierra Mike. Une fois que c'est fait, vous allez vous diriger de Sierra Mike vers Étampes. Donc là, vous voyez, il y a quand même une ville, Bois-le-Roi, que vous allez avoir du mal à survoler étant donné son altitude et votre altitude actuelle à ce moment-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit trait ici qui va pas durer très longtemps. Vous allez ensuite rejoindre, ce serait le plus pratique. Alors Étampes, ce sera comme ceci. Voilà, si on fait un trait sur la carte, j'espère que c'est bien indiqué. Étampes se trouve là, Sierra Mike se trouve ici. Vous pouvez faire un trait droit, à peu près d'ici, voilà.
et hop, vous allez aller faire une ligne droite très facile au niveau de Étampes et vous avez différents repères. Vous avez ici un croisement d'autoroute, vous avez un péage ici qui sera très visible à 2500 pieds. Vous avez ici Moigny-sur-École qui est un repère significatif. La ville, on va faire un léger contournement pour éviter, parce que vous serez à 2500 pieds, donc on ne pourra pas la survoler. Et vous aurez ici ensuite 2 antennes significatives pour pouvoir vous repérer. Et vous arriverez ensuite à Étampes. Une fois qu'on arrive à Étampes, l'idée c'est qu'au futur croisement, on arrive jusqu'au niveau de la ville du sud de Chartres, qui se trouve là, ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre votre règle et vous allez réaliser un trait tout droit plein ouest, très facile, de façon à ensuite partir en direction de votre segment qui vous amènera très loin vers Granville. Donc sur une 500 millième, vous voyez, vous avez davantage d'informations. On prend beaucoup plus de hauteur par rapport à la 250 000 qui nous offrirait des détails plus précis sur un environnement très chargé comme ce qu'est la région parisienne. Donc si on reprend, vous avez Étampes qui se trouve là avec le sud de la ville de Chartres. Et le prochain point où on ira, ce sera le point Argentan qui se trouvera ici. Donc du coup, hop, comme j'avais fait tout à l'heure sur la 250 000, je fais montrer direction plein ouest, juste au-dessus, en dessous pardon, de la ville de Chartres. Et ensuite, on va aller en direction d'Argentan. Et ce qui va être très utile, c'est que vous voyez, vous avez ici le VOR de Chartres qui pourra nous y conduire de manière relativement simple. Donc hop, je trace montrer ici. Et ça, j'ai envie de dire, c'est parfait. Vous voyez, le trait est relativement long. Donc là, on va rester un petit moment, entre guillemets, sans rien faire si on voulait être passif, ce qui est formellement déconseillé. Donc du sud de la ville de Chartres, hop, vous avez des repères comme la ville de La Loupe qu'on ne pourra pas rater. Vous avez un croisement de ligne de chemin de fer qui est intéressant. Vous avez le VOR, forcément, qui vous indiquera exactement où vous allez. Vous avez la ville de Mortagne avec un premier aérodrome ici. Et ensuite, vous avez Argentan, LFAI, où on va se diriger. Alors on repasse sur SDVFR pour plus de facilité. Donc là, on est arrivé à Argentan. Donc l'idée, c'est qu'à nouveau, hop, on retrace un premier point ici. Voilà, Argentan, ça m'intéresse. Le deuxième point qui va nous intéresser sera de passer vertical de la ville de Flers avec l'aérodrome LFOG. Donc pareil, je vais rajouter un point ici. Donc vous avez un nouveau segment. Et le dernier segment, ce sera d'aller à Granville, qui se trouve là. Hop, Granville, Mont-Saint-Michel. Et vous voyez, la dernière partie de la navigation se trouvera ici. Le reste étant déjà préalablement réalisé sur les cartes aéronautiques. Donc vous voyez, c'est la partie la plus sympa, j'ai envie de dire. Déterminer sa navigation, tracer ces différents segments. L'idée, c'est vraiment de réaliser une navigation qui vous permette d'aller au plus court, dans la mesure du possible, mais qui vous permette aussi d'avoir pas mal de repères, de façon à ce que là-haut, vous soyez actif et que vous puissiez facilement vous sentir à l'aise sur la nave, connaître vos différents points. L'idée, c'est vraiment de vous projeter. C'est ça le principe de tracer ces différents segments, que ce soit sur les EVFR, mais là surtout au niveau des cartes en papier, c'est de vous assurer de vous sentir pleinement à l'aise avec ce que vous pourriez réaliser. Partez vraiment au plus simple. Ne cherchez pas à faire compliqué. Souvent, quand on cherche à faire compliqué, on se fatigue. On sera déjà fatigué, ne serait-ce que parce que la navigation est longue. Donc il faut vraiment faire quelque chose où on soit dans la facilité, avant tout. Alors une fois qu'on a tracé ces différents traits, ces différents segments, l'idée c'est d'utiliser un rapporteur. Donc moi je vous recommande réellement ce rapporteur, je vous mettrai un lien dans la description pour l'acheter au meilleur prix. Il est vraiment pratique parce qu'il s'adapte très bien à une carte 500 000 mais aussi à une carte 250 000. Son usage est relativement simple, vous vous positionnez, alors c'est important de se positionner pour avoir le nord magnétique sur un méridien qui se trouve ici ou un parallèle et ensuite vous positionnez votre trait et vous allez chercher la route magnétique. C'est relativement simple, donc là on en a parlé tout à l'heure. Là par exemple, vous voyez, je positionne, j'espère que la caméra, la GoPro le filme bien, je positionne ce trait qui est géométrique sur ce méridien, je positionne le centre sur l'ogne, ça va de soi, et ensuite, vous voyez, je vais chercher mon trait bleu qui se trouve là. Donc mon trait bleu, j'ai bien une route magnétique 120, là je l'ai un peu plus, mais en réalité ce sera 120 à prendre en compte. Ensuite, vous pouvez effectivement prendre ce trait, mais de manière globale, on dira qu'on ira à une route magnétique à 155, et
on passera au-dessus de cette nationale, hein, mais bref, l'idée c'est de comprendre en gros que vous puissiez avoir le nombre de nautiques. Donc vous voyez là, vous avez le nombre de nautiques sur la 500 millième. Donc vous allez chercher combien de nautiques vous avez à tel point. Ensuite, forcément, bah, on va le mettre en référence. Ensuite, vous avez l'autre ici, point qui est intéressant, de novembre à Sierra Mike. Donc pareil, je me positionne sur novembre. Je vais chercher avec mon compas à être sur le long d'un méridien. Donc c'est le cas, vous voyez ici, ce trait noir se trouve aligné sur le méridien. Ça c'est parfait. Donc là je sais que je suis bon au niveau de ma route magnétique. Donc là on va prendre une route au 183. Parfait. Hop, je noterai tout à l'heure sur le log de nav. On va le faire ensemble. Et on peut continuer ainsi de suite. Vous voyez, vous avez ici Sierra Mike qui se trouve là. Donc pareil, je vais aller chercher un méridien. Donc là, je peux en avoir un ici. Donc je suis légèrement au-dessus de Sierra Mike. De toute façon, on a prévu de contourner la ville avant. On n'ira pas pile poil sur le point Sierra Mike. Donc hop, vous voyez là, je suis sur le méridien. Là, c'est un parallèle, pardon. Je suis sur un parallèle ici au milieu. Et je vais aller chercher à ce niveau-là la route magnétique 253 ici pour aller à Étampes. Vous voyez? Et quand vous arriverez à Étampes, si par exemple vous avez vraiment envie de savoir si vous arrivez au bon endroit, que vous avez peur de vous perdre, eh bien regardez, ici, il y a le VOR de Melun, Mike Ligma novembre. Eh bien, on prend à nouveau le rapporteur, on positionne le rapporteur pile dessus. Le quadrillage, vous le mettez sur la partie, vous le mettez pile poil et vous vous alignez sur le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, vous allez chercher votre VOR, votre QDR. Là, ce qui nous intéressait, vu qu'on s'éloigne du VOR, on va aller chercher un QDR. Et vous regardez, avec la ficelle, je suis là. Et qu'est-ce qui est indiqué sur le rapporteur? J'espère que ça filme bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une route un QDR, pardon, au 259 degrés. Voilà, QDR 259, et c'est ce qu'on pourra noter sur notre log de navigation. Donc vous voyez, avec ce rapporteur, vous pouvez tout faire de manière très facile. Et quand vous avez une carte 500 millième, c'est encore mieux, parce que là, il y aura effectivement le fait que quand vous prenez ici, je ne l'ai pas montré, mais c'est important, quand vous prenez ici les Nautic Miles, bon, là c'est compliqué parce que le segment est assez long, mais vous voyez par exemple, là je suis 30 nautiques à partir de ce point-là. Hop, je rebascule ici. Donc là, je suis à 48 nautiques. Il y a marqué 48 nautiques, mais c'est pas vrai, il n'y a pas 48 nautiques puisque c'est une carte de 150 millième, donc vous devez diviser par 2. Donc 48 divisé par 2, ça fait 24. Voilà. Donc là, vous avez 24 nautiques. Donc c'est juste entre guillemets ça, le petit calcul que vous devez faire avec ce rapporteur-là, c'est de diviser par 2 en réalité les nautiques que vous avez. Par contre, sur une 500 millième, comme c'est le cas ici, quand on veut reprendre la navigation qui est ici, donc là vous voyez, vous avez montré de Étampes à Chartres, là regardez la rapidité avec laquelle vous allez faire le calcul, c'est facile. Vous vous positionnez sur Étampes, et bien là j'ai 0 jusqu'à 23, j'ai 23 nautiques, bam, c'est fait, 23 nautiques qu'on notera sur le log de nav, et là vous voyez, regardez, vous avez le temps sans vent, cette partie-là, en minutes, avec un facteur de base de 0,6, ce qui correspond au facteur de base pour le DR400 120 chevaux. Pratique, regardez, je me mets ici, hop, et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, pour ce nombre de nautiques, j'ai 14 minutes. 14 minutes pour, on avait dit, pour 23 nautiques. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Et quand vous avez par contre, effectivement, un tracé un peu plus long, comme c'est le cas ici, sur le trait qui se trouve là, là vous voyez, donc je note 30 nautiques à ce point, je reviens, c'est pas facile avec la GoPro, hop, et jusqu'au trait ici suivant, j'aurai 60 nautiques environ. Si jamais vous avez des traits, des segments qui sont encore plus longs, l'autre solution, c'est de prendre la règle, ça demande un peu plus de temps, mais c'est relativement facile à faire. Vous calculez le nombre de centimètres que fait votre segment. Donc là, j'ai combien là? On va le faire de 0 à ici. Donc là, j'ai 23 cm.
Mon segment fait 23 cm. Eh bien, les 23 cm, vous allez les reporter sur un méridien. Vous vous mettez ici et vous calculez le nombre de traits, le nombre de nautiques que vous avez sur votre méridien. Vous voyez, vous avez plein de petits traits. Et bien, l'idée, c'est que vous reportez et vous allez retomber exactement au même nombre de nautiques avec la règle. C'est une autre solution si jamais vous n'avez pas envie de déplacer le compas et de vérifier que vous soyez au bon endroit. Donc pour cette navigation pour l'Uber, on partira sur un vent du 270 avec une force du vent à 20 nœuds et une dérive max qui sera de 12 degrés. Pour le premier segment, de Logne jusqu'à novembre, c'est relativement facile. L'idée, c'est qu'on a 9 nautiques de segments. La route magnétique, on partira sur un 152, même si on fera 120, 180, puis 120 nouveau. Le temps sans vent est de 5 minutes. Bon, clairement, il n'y a pas forcément besoin de faire de calcul dans la réalité. Pourquoi? Parce que le segment est très court et que le repère de novembre, on le voit vraiment de loin. Mais pour autant, si on voulait le faire, on ferait la méthode courte avec l'AVE est égal aujourd'hui à 1 tiers de 20 qui correspond à la force du vent, ce qui vous donnerait un calcul de 7. Vous faites 100 plus 7 égale 107 puisque c'est le facteur de base qui vous intéresse, à savoir le nouveau facteur de base, ce qui est égal à 9 fois 60 divisé par 107 qui vous ferait 5 minutes. Et en ce qui concerne le vent de travers, eh bien là vous aurez un vent de travers plein travers, donc vous faites 1 fois 20 égale 20 fois 0,6 qui vous donnerait 12 degrés, vous êtes plein travers, c'est logique, le vent vient de l'ouest, vous vous dirigez en direction du route magnétique 120. Pour le segment 2, on sera de novembre à Siramaik, on aura 12 nautiques pour une route magnétique au 182 et un temps sans vent de 7 minutes. Combien de temps il nous faut pour savoir avec le vent? Combien de temps nous faut-il pour un temps avec vent? Donc là, on va utiliser la première méthode et la deuxième méthode, la méthode longue et la méthode courte. La méthode longue, c'est donc de commencer par calculer sa dérive, x multiplié par sinus de alpha, donc x on connaît, c'est 12 degrés, on l'a calculé, sa dérive max. Comment faisons-nous pour calculer sinus alpha avec la méthode longue? On prend le vent, donc 270, moins la route magnétique, 182, ce qui donnera 88. Vous faites une soustraction, 88 moins 180 égale moins 92. Sinus de moins 92 égale moins 1. 12 fois moins 1 égale 12, vous avez la dérive qui est de 12 degrés. Facile, vous aurez pu le calculer vous-même, ne serait-ce que par logique. Vous avez ensuite la VE qu'il faut calculer, donc c'est la force du vent multipliée par cosinus alpha, 270, donc c'est le vent, moins 194, puisqu'on va prendre en compte la dérive cette fois-ci, donc le cap, égale 76, cosinus de 76 sera égal à 0,2. Votre VE sera de 4. Ensuite, on va calculer la VS. Donc pour la VS, ce sera la vitesse propre plus ou moins la vitesse effective qu'on a calculée plus en amont. Donc là, ce sera 100 moins 4, puisque le vent va nous ralentir, ce qui nous donnera une VS de 96. Pour le temps avec vent, vous faites donc les 12 nautiques, multipliés par 60 divisé par 96, qui est égal à 7,5. En gros, vous avez 8 minutes de vent versus un temps sans vent de 7 minutes. Pour ce qui est ensuite du calcul court, eh bien, soit on fait vent traversier ou vent de face. Donc, en nouveau, on regarde sa rose des vents, on la positionne pour savoir de quelle manière on sera amené à calculer. Donc là, à nouveau, on va avoir un vent travers, plein travers, et on va avoir un vent de face qui sera de 1 tiers. Donc 1 fois 20 pour le vent de travers égale 20 fois 0,6 égale 12. Ça revient au calcul que nous avons fait tout à l'heure avec la dérive. Et pour ce qui est du vent effectif, la vitesse effective, on va être sur 1 tiers multiplié par 20. 1 tiers multiplié par 20 égale 7. 100 moins 7 est égal à 93. 12 multiplié par le nouveau facteur de base, 60 divisé par 93 est égal à 7,7, soit 8 minutes. Donc vous voyez, là on retrouve exactement les mêmes calculs. Pour ce qui est du segment 3, Siramaik en direction de Étampes, on aura 18 nautiques miles avec une route magnétique de 255 et un temps sans vent de 11 minutes. À nouveau, méthode longue, calcul de la dérive. X égale sinus alpha, soit 270, d'où vient le vent, moins 255, notre route magnétique, est égal à 15, moins 80, qui est égal à moins 65. Sinus de moins 165 égale à moins 0,2. D égale donc x12, qu'on a déjà ensemble, multiplié par moins 0,2, ce qui vous fera une dérive de
moins 2 degrés. Pour calculer la VE, on va faire la force du vent multipliée par cosinus de alpha. La force du vent, on la connaît, c'est donc 270 moins les 257, le nouveau cap qu'on a calculé, est égal à 13. 20, la force du vent multipliée par le cosinus de 13 qui est égal à 0,97, vous aurez une VE de 19,4. Ça va de soi, on va avoir un vent pleine face, on va mettre du temps. La VS sera ensuite de vitesse propre plus ou moins la VE, donc 100 moins 19,4 sera égal à 80,6. Donc pour calculer le temps avec vent, vous faites les nautiques mâles, 18 multiplié par 60 divisé par 80,6, ce qui vous donnera 13,4 minutes de temps avec vent versus 11 minutes de temps sans vent. Maintenant, méthode courte, comme on fait, eh bien, VE ou VT, on regarde à nouveau sa rose des vents, où est-ce qu'on en est par rapport au compas. 1 multiplié par 20 égale 20, très facile. 100 moins 20 égale 80. On fait à nouveau les 18 fois les 60 divisé par 80, on aura 14 minutes. Vous voyez, à peu près une minute près. On a à peu près le même temps d'arrivée. Et pour le vent traversier, eh ben, on va avoir un tiers multiplié par 20 égale à 7 fois 0,6, qui est égal à 4,2. De la même manière, on retrouve une dérive à 2 degrés près, identique à ce qu'on devait avoir sur la méthode longue. Pour le segment 4 de Logne à Chartres, je ne vous ferai pas l'affront de le faire, ce calcul, on est plein vent de face, donc le seul truc qui va nous intéresser, ce sera la VE. 1 fois 20 égale 20, 100 moins 20 égale 80. La durée du trajet, donc 23 nautiques multiplié par 70 divisé par 80, vous aurez 17 minutes pour rejoindre le sud de la ville de Chartres si vous partez de Étampes. Pour le segment 5, on se retrouvera donc de Chartres à LFAJ, donc là 62 nautiques, ça commence à faire un trajet assez long. Une route magnétique au 288 avec un temps sans vent de 37 minutes. Là, ça va devenir intéressant de faire la méthode longue, vous allez comprendre pourquoi. Une dérive du coup, donc x fois sinus alpha qui sera donc de 270 le vent moins la route magnétique de 188, qui fera moins 18 moins 180, égale moins 198. Le sinus de moins 198 sera de 0,3. 12 fois 0,3 égale 3,6, on arrondit à 4 degrés. On calcule ensuite la VE, la force du vent multipliée par cosinus alpha, 270 moins 284 égale moins 14, le cosinus de moins 14 égale 0,97. La force du vent, 20 nœuds fois 0,97 vous donnera une VE de 19,4. À nouveau, on va être fortement ralenti sur ce segment. La VS sera du coup la vitesse propre plus ou moins la VE calculée. Donc là, forcément, vent de phase dit 100, la vitesse propre du DR400 moins les 19,4 égale à 80,6. Le temps avec vent sera du coup le nouveau facteur de base. 62 nautiques multiplié par 60 divisé par la vitesse propre, 80,6. Le temps avec vent sera de 46 minutes versus 37 minutes. Vous voyez, on se prend presque 10 minutes de voyage supplémentaire à cause du vent. Si on fait la méthode courte avec la rose des vents, on aura donc VE multiplié par 1 fois 20. On aura le vent de face, sera donc égal à 100 moins 20 égale 80. 62 multiplié par 60 divisé par 80 est égal à 46,5 minutes. Bref, 47 minutes. On revient à peu près au même calcul vu précédemment. Et pour le vent traversier, on prend un tiers du vent traversier multiplié par 20 égale à 7 fois 0,6, 4 degrés de dérive, ce qui revient à la dérive qu'on a calculée tout à l'heure qui était de 4 degrés. En ce qui concerne le segment 6, donc de LFAJ à LFOG, on aura une route magnétique du 276 avec 24 nautiques de segment et un temps sans vent de 14 minutes. Calcul long, dérive égale x fois sinus alpha. Le vent 270 moins 276, la route magnétique, est égal à moins 6, qu'on soustrait à moins 180, toujours, est égal à moins 186. Le sinus de moins 186 sera de 0,1. 12 multiplié par 0,1 égale 1,2. Bon, assez classique, vu qu'on est vent de face, on aura très peu de dérives. Vous auriez pu le savoir vous-même par déduction logique. La VE serait donc la force du vent multipliée par cosinus alpha. Le vent 270 moins le nouveau cap 275 égale moins 5. Cosinus de moins 5 égale 0,99. Votre VE sera donc de 20 multiplié par 0,99, soit 19,8, soit 20. On arrondit à 20. La VS sera donc la vitesse propre, plus ou moins la vitesse effective qu'on vient de calculer. 100 moins 20, à nouveau, on a un vent de face, on va être ralenti. Votre VS sera de 80, soit un temps avec vent de 24 nautiques, multiplié par le nouveau
facteur de base, 60 divisé par 80, soit 18 minutes versus 14 minutes. On prend 4 minutes de plus de vol à cause du vent de face. Si vous voulez faire la méthode de calcul courte, et bien à nouveau VE et vitesse. VE 1 fois 20, vous êtes plein vent de face. 100 moins 20 égale 80, ça reprend le calcul qu'on a vu tout à l'heure. Vous aurez exactement le même résultat. Et vent traversier, 1 tiers fois 20 est égal à 6,7 fois 0,6, 4 degrés, 4 degrés. Là par contre, vous voyez, on a à 3 degrés près un petit écart au niveau de la méthode courte, ce qui montre que pour des longs trajets, le calcul avec la méthode longue est plus intéressant que la méthode courte. Et pour le segment 7, le dernier segment de LFOG à Granville, on a une route magnétique de 282, 39 nautiques miles de segment avec un temps sans vent de 23 minutes. Méthode longue, la dérive, x multiplié par sinus de alpha. À nouveau, vous avez votre vent, 270 moins la route magnétique 282, ce qui vous donnera moins 12, moins 180 est égal à moins 192, le sinus de moins 192 égale 0,2. La dérive sera donc de 12 multiplié par 0,2, soit une dérive de 2 degrés. La VE donc sera de force du vent multiplié par cosinus alpha, donc le vent de 270 moins notre nouveau cap, 280, est égal à moins 10, cosinus de moins 10 égale 0,98. La VE sera donc la force du vent, 12 multiplié par le cosinus qu'on vient de calculer, 0,98, VE égale 12. Et donc le temps sans vent sera de 39 multiplié par 60, divisé par 88, 100 moins 12, ce qui vous donnera un temps avec vent de 27 minutes. Et donc la VS, je vous l'ai faite en direct. Et si vous voulez faire la méthode courte, vous prenez le vent de face, qui sera à nouveau pleine face, donc 1 fois 20, la force du vent, égale donc 20. Et la vitesse, pour le vent traversier, vous aurez un tiers du vent de travers, 1 tiers fois 20 égale 6,7, multiplié par 0,6, qui est égal à 4 degrés. À 2 degrés près, vous retrouvez la dérive que vous avez calculée avec la méthode longue. Et vous voyez, avec cette méthode courte, sur l'ensemble des trajets, des segments que nous avons fait, nous retrouvons des calculs qui sont relativement similaires. Donc, quand vous faites une navigation, parfois, le calcul avec la rose des vents vous permet d'aller plus vite et de réaliser des déroutements de manière plus simple que si vous deviez reprendre tous les calculs se trouvant sur le rapporteur. Bref, deux méthodes distinctes, à vous de voir ce qui vous arrange en fonction des segments que vous réalisez ou en fonction de leur taille et de la distance à parcourir. Alors pour créer son log de nav, ce n'est pas compliqué, vous avez tracé des segments sur la carte, l'idée c'est de reporter ces segments sur ce log de nav. On va commencer par les différentes altitudes que vous voulez faire au QNH, plus les altitudes CQ, la route magnétique, la distance et le temps sans vent. Vous allez faire votre premier report, je pars de Logne, je vais rajouter les différents repères qui m'intéressent, comme la nationale dans la forêt, ou encore le point novembre que je vais atteindre. Je n'oublie pas d'inscrire l'altitude à ne pas dépasser par rapport à la classe alpha, et je rajoute ensuite les canaux radio. Et au fur et à mesure, je développe. De novembre, je vais avoir une autoroute en point de repère, ligne de tension, les axes de Melun et le château de Volticomte jusqu'à Sierra Mike. Je note à nouveau l'altitude à ne pas dépasser par rapport à la classe alpha de Paris. Je recommence avec les différentes altitudes, celles CQ, QNH, la route magnétique que j'ai empruntée, la distance, ainsi que le temps sans vent. Et je rajoute ensuite les différents canaux radio. Vous voyez, et c'est comme ça que ça se déroule au fur et à mesure, ce log de nav. Vous faites ensuite segment par segment de la même façon. De Sierra Mike, je vais me retrouver avec le péage en termes de repères, deux villes comme Danemois, Boutigny, puis arriver jusqu'à Étampes, je note les canaux radio. Et je note bien entendu la classe alpha car je serai encore concerné. Et au fur et à mesure, j'augmente mon altitude, je remets mes routes magnétiques, mes distances, temps sans vent. Je passe ensuite de Étampes jusqu'au sud de Chartres, je passerai par un champ d'éoliennes, la ville du sud de Chartres. Attention, il y a une zone de voltige, on l'a vu tout à l'heure sur la carte. Et je note les canaux radio, et au fur et à mesure, je développe, et je développe jusqu'à arriver à Granville. L'idée, c'est que vraiment que les repères que vous mettiez en avant soient faciles à retrouver là-haut et que vous vous sentiez bien avec ce log de nav, d'où la façon dont j'inscris les différentes données. Une fois terminé, vous faites la somme des nautiques miles, vous faites bloc après bloc, vous indiquez la force du vent et la dérive max. Une fois que c'est fait, vous enregistrez ensuite la somme des temps avec vent, que vous allez pouvoir y porter un peu plus bas, à côté de la somme des nautiques miles. 182 nautiques pour 108 de voyage temps sans vent et 135 de temps avec vent. Et voilà, votre log de nav est quasiment terminé. Vous avez l'ensemble des informations qui sont logiquement faciles à comprendre, à décrypter. Vous tirez un fil et au fur et à mesure, les informations déroulent. Et au besoin, vous pouvez rajouter des commentaires un peu plus bas dans le cartouche commentaires.
L'idée à nouveau, c'est que ce log de nav soit facile à comprendre et que vous vous sentiez bien avec. Peut-être que vous avez d'autres façons de le remplir, peut-être que parmi les abonnés, il y a d'autres personnes qui le remplissent différemment. À cela, vous pouvez ensuite ajouter les différents VOR. Là, par exemple, je vais les rajouter. Il y a le VOR de l'aigle qui va principalement m'intéresser. Je rajoute les QDM et les QDR en fonction. Je fais les modifications, donc là je vais très vite, histoire de ne pas perdre de temps. Mais l'idée c'est qu'à chaque fois, vous puissiez facilement retrouver les informations nécessaires durant votre voyage. Et que ce log de nav soit vraiment votre ligne directrice et que vous n'ayez pas de doute sur quelconque moment du trajet. Alors une fois qu'on a rempli toute la partie administrative, chose que je vous laisserai faire, on va commencer à remplir la partie A avec l'aérodrome de départ et le trajet pour l'aérodrome numéro 2. Donc moi je parle de Logne, LFPL, pour me diriger en direction de l'aérodrome de Granville. Il va être intéressant aussi de noter les aérodromes de dégagement. J'en ai deux qui m'intéressent, j'ai LFOG et j'ai aussi l'aérodrome de Dinard qui sont à deux distances intéressantes. L'idée ensuite, c'est effectivement d'aller vérifier dans le log de nav le temps qui est nécessaire et le départ que je souhaite. Donc, moi, par exemple, dans cet exemple-là, je vais partir à 10h UTC, ce qui me fait que j'arriverai à 12h15 UTC. Si jamais il y a dégagement au niveau de l'FOG, j'ai prévu d'arriver à 12h38 UTC, et si c'est LFRD, j'aurais prévu d'arriver à 1h UTC de 12h35. Une fois que c'est fait et qu'on a rempli tous ces éléments-là, on va effectivement s'intéresser au profil vertical. L'idée du profil vertical, c'est vraiment d'aller chercher les zones, les obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre route. Donc là, actuellement, je suis en train de dessiner les différentes zones dans lesquelles je serai amené à évoluer de Logne jusqu'à Étampes, avec notamment des classes alpha en région parisienne où le vol en VFR est interdit. J'ai aussi détecté dans les NOTAM une autre zone un peu plus loin, en fin de voyage, une ZRT, où effectivement il y aura des vols sans équipage hors vue. Donc là, à nouveau, je note les classes alpha, puisqu'il ne faut absolument pas que je perce ces plafonds-là. Donc ça me permet d'avoir un visuel en 2D de ce qui m'arrivera. Je note à nouveau la ZRT, donc valable de la surface à 300 pieds, avec effectivement en légende, en dessous, les différentes activités que j'ai pu trouver. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vol aéronef sans équipage avec une durée de 24 heures. Je note ensuite les différents repères, donc novembre, Siramake et LFOX pour Étampes. Et voilà, mon profil vertical est terminé, relativement simple pour cette nave. Ensuite, on va passer au bilan carburant. Donc là, c'est important. L'idée, c'est vraiment de détricoter à quoi va nous servir le carburant pendant le voyage, pas seulement de bloc à bloc, éventuellement des déroutements, du dégagement, des procédures, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir avec exactement combien on part pour éviter du stress en vol. Donc, pour aller de Logne à Granville, par rapport aussi aux éléments que j'ai dans mon log de nav, donc si je prends 5 minutes plus un trajet de 108 minutes avec une procédure de 10 minutes, ça me fait un temps sans vol de 123 minutes, sachant que j'aurai le vent de face, donc 27 minutes supplémentaires, ce qui me fera un trajet de 135 minutes en termes de carburant. Un aérodrome dégagement, je prends LFOG. Pour y aller, j'aurai besoin de 23 minutes sans vent, plus 10 minutes de procédure, 10 minutes de marge d'encombre de bord, plus les 30 minutes de VFR réglementaire, ce qui me fait 73 minutes de carburant nécessaires. Ensuite, le deuxième aérodrome serait Dinard, avec 16 minutes pour y aller sans vent, 10 minutes de procédure, plus 10 minutes de CDB, et la réserve finale de 30 minutes, ce qui me fait 66 minutes de carburant nécessaires pour réaliser ce dégagement. J'aurai par contre ici du vent, 3 minutes de retard, puisque j'aurai un vent de face et de travers à 2/3, selon le calcul de la rose des vents, ce qui va me faire au total un temps de 204 minutes. Pour retourner à l'FOG, j'aurai le vent dans le dos puisque je retourne vers l'est, donc le vent n'aura pas d'impact sur ce déroutement. Donc j'ai 208 minutes qui équivaut à 123 minutes plus 73 minutes. Ce qui me fait effectivement au total sans vent 196 minutes dans le meilleur des cas si je vais en direction de l'FOG. Étant donné qu'il me restera moins d'une heure de carburant, je suis dans une situation critique, il vaut mieux que je parte avec les pleins complets, quitte même à faire un avitaillement à LFOG pour être sûr de ne pas me retrouver dans les ennuis, car vous avez pu le constater dans les calculs. 4 heures de carburant est égal à 240 minutes. Si dans le meilleur des cas, j'arrive à Granville au bout de 135 minutes, il me restera 105 minutes de carburant, donc là tout va bien. Par contre, si je suis amené à réaliser des déroutements, eh bien, si je dois retourner à LFOG, il me faudra un temps de 208 minutes, ce qui fait que de 140 moins 208, il ne me restera que 32 minutes de carburant, ce qui signifie que je suis à la limite de la réserve. Et si je dois aller en direction de Dinard, il me restera 4 minutes de plus, 36 minutes. Donc du coup, en tant que pilote, on se rend compte que la situation est vraiment critique. Si je ne m'arrête pas à LFOG pour avitailler, si jamais il y a un pépin, je serai dans le stress en me disant il ne me reste pas beaucoup de carburant. Bref,
C'est pas une situation qui est très gérable, c'est pas non plus une situation d'avenir, donc l'idée c'est vraiment de faire un break à LFOG, une petite pause pipi, on remet du carburant et on repart serein en direction de Granville. On va ensuite passer sur la partie masse et centrage. Donc l'idée c'est effectivement de faire l'addition de toutes les masses que je vais avoir. Donc pour la place avant, moi je pèse 80 kg, donc je pars sur 80 kg de masse à l'avant, ce qui va me faire 80 fois le bras à 0,41 à un moment de 32,8. La place arrière, je vais juste mettre 2-3 petits bagages me concernant, je prends sur 10 kg, ce qui va me faire un moment sur les places arrière de 11,9. Les bagages, j'en mettrai pas, donc la soute, ça sera égal à 0, il n'y a pas de souci. Et au niveau de l'essence, je pars avec 110 litres de carburant, je pars avec les pleins complets. Donc pour savoir exactement kilo combien on est, on fait 110 multiplié par 0,72 pour obtenir la masse en kilos, ce qui fait 79 kg. Avec le bras fois 1,12, on est sur un moment égal à 88,48. Ce qui me fait effectivement au total une masse pour le décollage. Donc on additionne l'avion à vide, 579, les places avant 80, plus place arrière 90, plus l'essence à 79 kg, ce qui nous fait une somme au décollage de 748 kg. Idem, on fait la même chose avec les moments, 202,65, plus 32,8, plus 11,9, plus les 88,48 concernant le carburant. On a une somme des moments qui est égale à 335,83. Voilà, une fois que c'est fait, pour connaître le bras, on fait 335,83 divisé par 748, et ce qui nous donnera un bras au décollage de 0,44. Voilà, une fois que c'est fait, on va ensuite se concentrer sur le délestage en vol. Donc on peut partir du principe, je vais perdre 39 kg de délestage, et 39 kg multiplié par 1,12, ce qui nous fera un résultat de 43,68. Donc je fais ensuite 748 moins mes 39 kg, ce qui me fera l'atterrissage, un poids pour mon avion de 709 kg. Et idem pour les moments, je serai sur 335,83 moins 43,68 pour un résultat moment atterrissage de 292,15. Je fais ensuite 292,15 divisé par 709 et j'obtiens un bras de 0,41. Une fois que c'est terminé, vous allez dans le schéma qui se trouve en dessous. L'idée, c'est de rester dans le domaine, dans l'enveloppe, qui se trouve entre 0,4 et 0,56. Donc je vais prendre un trait, je vais répertorier que au décollage, je suis à 0,44 et qu'à l'atterrissage, je suis à 0,31. Donc là, c'est pas très compliqué à faire. Vous faites un trait en suivant les repères se situant au niveau des grilles. Et ce qu'on va constater, c'est qu'au décollage, j'aurai effectivement un avion qui aura tendance à être très maniable et peut-être légèrement plus instable, alors que sur l'atterrissage, j'aurai un avion qui sera très stable mais peut-être un peu moins maniable. Voilà comment ça se regroupe, mais là vous voyez je suis pile poil au milieu du domaine, donc en réalité le vol sera très simple, la maniabilité de l'avion sera très simple, sa stabilité aussi, on est vraiment sur un vol très classique si je puis dire, donc là-dessus pas de souci particulier à se dire, à se faire. Il n'y a pas entre guillemets d'informations précises à vous donner par rapport à ce vol. Et une fois qu'on a terminé effectivement de vérifier que nous sommes aptes à voler parce que notre avion, la masse et centrage se trouve dans le domaine, il nous restera à réaliser les performances décollage et atterrissage de notre avion. Alors pour les masses d'atterrissage, ce qui va compter, c'est de voir l'altitude à laquelle on est. Donc à l'œil, moi je pars du principe que je suis sur une altitude égale à 0, on est dans la vallée, il n'y a pas de spécificité particulière. On va prendre la masse au décollage qui est de 748, donc moi je suis vers 700 kg, donc on part du principe que je suis à 315 mètres pour pouvoir décoller, avec le fait que j'ai une marge de 30% à prendre parce que l'avion n'est plus tout jeune, je ne suis pas dans le pied de décès, donc il faut 409 mètres pour pouvoir décoller. Et pour l'atterrissage, à nouveau, je prends 385 puisque mon poids a baissé, et avec 30% entre guillemets de marge qui vraiment, et je veux dire beaucoup, il me faudra effectivement 500 mètres pour pouvoir atterrir, mais clairement pour moi c'est pas vraiment représentatif, mais en gros dans le pire des cas c'est ce qui peut vous arriver. Donc je ne le fais que pour Granville, parce que pour Dinard et LFOG en réalité les pistes sont très très longues, donc le calcul n'est pas forcément nécessaire. Là je l'ai surtout fait pour la forme et pour vous montrer comment ça se passe. Mais voilà, vous avez ici un log de nav et la façon de le remplir.
Alors, autre astuce que j'ai envie de mettre en avant, c'est le fait d'utiliser, voilà, j'ai repris SDVFR pour vous montrer à quoi ressemble la navigation sur laquelle on travaille aujourd'hui, hein, à titre exceptionnel, bien entendu. L'idée, c'est de voir de quelle manière elle s'oriente, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir utiliser Google Earth sur votre ordi, pourquoi pas sur SDVFR, notamment pour pouvoir mettre en avant Google Earth, Google Satellite. C'est très pratique, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous projeter davantage sur les types de repères que vous allez rencontrer durant le vol. Par exemple, vous voyez, bon, là on fait un premier segment, hein, qui n'est pas représentatif, mais pour arriver au point novembre, eh bien vous allez tomber sur ce triangle en forme de ligne de chemin de fer. Ça, à 1500 pieds, vous le voyez tout de suite. Ensuite, on continue à descendre en direction de Tiramaïque. Vous aurez une autoroute qui est très facile, une ligne de chemin de fer très facile à rencontrer. Vous allez avoir les axes de Melun, le château de Volvicomte qui se trouve là, pareil, à 2000 pieds, 2500 pieds, vous le voyez tout de suite, et vous descendez encore et encore jusqu'à arriver à Siramac. On fera le virage forcément un peu plus tôt. L'idée, c'est qu'ensuite, vous allez continuer votre route en direction de Étampes. Donc là, vous voyez, on passe au niveau de l'autoroute. Vous avez un péage qui se trouve un peu plus au sud. C'est celui d'ailleurs qu'on a pris comme repère. Si je dézoome et que je vais vers le sud, voilà, vous voyez, votre péage, il est ici. C'est un repère très significatif. Vous ne pouvez pas le rater. Il sera toujours là demain. Il sera toujours là dans 10 ans. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre? Vous pouvez vous renseigner sur les types de VOR que vous allez mettre en place, même si c'est pas le but de cette navigation. Mais vous voyez, le VOR de Melun se trouve ici. Donc c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'il est. Et puis si on continue sa route, vous voyez, vous allez rencontrer différents bleds que vous allez devoir peut-être contourner légèrement. Puis vous allez arriver au niveau de Étampes. L'intérêt, c'est de voir aussi tous les champs qui se trouvent autour, hein. Si jamais vous avez une éventuelle panne moteur, un problème, c'est intéressant de savoir comment vous pouvez vous poser, mais aussi pourquoi pas identifier les obstacles, hein. Vous avez des lignes de tension, vous avez des champs d'éoliennes, vous avez différents obstacles présents sur les champs, donc savoir entre guillemets comment interpréter son environnement pour, dans la pire des situations, être prêt et ne pas se retrouver pris au dépourvu. Pareil, à un moment, on parlait de traverser un champ d'éoliennes, voilà, vous l'avez ici, donc ça vous permet à X minutes de savoir qu'est-ce que vous allez trouver. Vous pouvez noter effectivement des petites croix sur votre carte de navigation pour identifier ces fameux repères. Vous les rajouterez aussi sur le log de nav. Moi, j'ai rajouté les grandes villes, mais vous pouvez aussi rajouter tous ces repères, même si, attention, les éoliennes ne sont pas représentatives, car il y en a maintenant beaucoup. Mais vous voyez, tout plein de typologies de champs, très intéressant. Là, on arrive au sud de la ville de Chartres. Donc, vous avez un aérodrome, pareil, hein, je ne l'ai pas mis en terrain de déroutement, de dégagement, mais pourquoi pas, hein, si jamais vous avez une urgence, c'est tout à fait envisageable. Idem, le VOR d'Épernon avec les QDM et les QDR, même si logiquement vous êtes censé faire ça vous-même, mais bon, avec le rapporteur, c'est très simple. Et vous voyez, quand on prend de l'altitude, on a des champs un peu partout, des environnements sur lesquels on peut trouver des solutions. Pareil, une grande ville, plus vous prenez de l'altitude, plus les villes vont apparaître de loin. Idem pour les différentes forêts. Ça vous permet vraiment de savoir, entre guillemets, où vous allez, de vous rassurer. Notamment si vous avez peur de dériver, ce qui est relativement facile à commettre comme erreur, hein, la dérive, notamment quand on n'a pas de pilotage automatique. Donc pareil, vous voyez, encore une ville qui peut être représentative. On vient de passer une énorme forêt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, là, on a une carrière qui se trouve à droite, qui, pareil, au niveau de la forêt, est très représentative. Celle-là, à 4500 pieds ou 6500 pieds, vous ne pouvez pas la rater. Elle ne bougera pas, elle sera visible sous tout type de temps. Si on continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut voir à nouveau une autre carrière ici. Pareil, ça, vous voyez, impossible de la louper. Donc, vous notez qu'à telle heure, vous allez arriver ici, avec temps sans vent et avec vent, et ça vous rassure. Vous n'êtes pas en train de faire une navigation passive, vous êtes actif, vous savez exactement où vous êtes. Pareil, nouvel aérodrome qu'on va survoler, avec une petite zone industrielle ou une petite ferme qui se trouve à côté. Le VOR d'Épernon, de l'Aigle, pardon, qui vous donne les différents QDM et QDR. Bon, même si on les a déjà vus sur la carte, on a fait ça à la mano. Vous voyez, vous avez encore une grande ville qui, pareil, est facile à reconnaître. Là, vous avez un serpentin de rivière entre les arbres. Pareil, ça, c'est facile à reconnaître quand vous êtes en altitude. Vous avez encore pareil ici une ville qui peut être intéressante à visualiser comme repère. Là, vous voyez, si jamais il y a un risque de panne moteur, vous vous rendez compte qu'il y a des champs, mais il y a beaucoup de haies, donc forcément pour se poser, c'est pas évident. Là, vous savez qu'il va falloir entre guillemets prendre des décisions si jamais ça arrive. Donc, anticiper les endroits comme ça qui peuvent être entre guillemets plus complexes à envisager si jamais la panne moteur arrive. Bien entendu, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. On traverse une autoroute, pareil, ça c'est facile à voir. Vous avez une grande ville aussi que vous allez survoler à plus de 5000 pieds. Vous avez un aérodrome et regardez le dernier segment. Pareil, une grande forêt qui passe au milieu. Encore des villes que vous pouvez utiliser comme repère.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc la grande forêt, on vient de le voir. Vous avez encore une ville avec, regardez, un hippodrome. Ça, c'est pareil, cet hippodrome, c'est visible quand vous volez à 4500 ou 6500 pieds. Donc pareil, ça, ce sera un repère intéressant à prendre en compte dans la carte. Et voilà, au fur et à mesure, vous déroulez tous les repères que vous pouvez trouver jusqu'à Granville. Donc franchement, je pense que c'est intéressant de vous projeter avec Google Earth Satellite et de voir, entre guillemets, vous projeter sur ce que vous allez voir demain en vol. Ça vaut vraiment le coup et clairement, bah, ça vous rassure, ça vous donne des informations supplémentaires qui, clairement, ont un impact. Cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations utiles sur savoir comment préparer cette nav et à quoi demain ce que vous serez préparé, un futur pilote ou élève pilote en cours de formation. N'hésitez pas bien entendu à mettre vos commentaires, à liker, à vous abonner, c'est important, je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!